Quel est le plus mortel? Deux bombes atomiques ou un réacteur nucléaire? Deux bombes atomiques ont été larguées sur le Japon en 1945. La première a explosé au-dessus d'Hiroshima, tuant jusqu'à 140 000 personnes. La seconde a explosé au-dessus de Nagasaki, entraînant la mort d'environ 70 000 hommes, femmes et enfants. En 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl a subi une fusion, entraînant une explosion et un incendie. Initialement, 30 personnes sont mortes à Tchernobyl, 30 autres sont décédées les semaines suivantes. La réponse à notre question initiale semble évidente. Pourquoi alors Hiroshima et Nagasaki sont-elles des villes prospères, tandis que Tchernobyl n'est guère plus qu'une friche abandonnée? Découvrons-le. Pour comprendre pourquoi des millions de personnes peuvent habiter en toute sécurité des villes dévastées par des bombes atomiques, tandis que les zones autour d'une seule fusion de réacteurs nucléaires restent inhabitées, nous devons nous plonger dans la science de la désintégration radioactive, remettre en question les idées reçues et examiner le rôle crucial de l'emplacement dans les catastrophes nucléaires. Bien que ces trois événements aient causé des souffrances et des pertes de vie, un seul a entraîné des conséquences environnementales durables. Les subtiles différences entre les événements de 1945 au Japon et l'incident de 1986 dans l'ancienne Union soviétique ont eu des implications profondes pour les perspectives à long terme de chaque région. Les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki ont inauguré l'ère atomique en étant les premières et les seules armes nucléaires à être utilisées dans la guerre. La catastrophe de Tchernobyl, en revanche, s'est produite pendant les tensions accrues de la guerre froide et n'était pas le résultat d'une attaque, mais de la négligence et de plusieurs erreurs évitables. Aujourd'hui, environ 1,194 million de personnes vivent à Hiroshima, 430 000 à Nagasaki et presque zéro à Tchernobyl. Néanmoins, environ 7 000 personnes, y compris des scientifiques, ingénieurs et personnels de sécurité, continuent de travailler dans la centrale électrique déclassée et dans le « Certains travailleurs de Tchernobyl résident dans des logements abandonnés près de la centrale, mais uniquement lorsqu'ils sont programmés pour travailler à cause des niveaux de radiation dangereux. » C'est bien loin des villes animées d'Hiroshima et de Nagasaki, où des générations de familles ont fait leur maison. Trois facteurs principaux ont conduit à ce que Hiroshima et Nagasaki soient des villes vibrantes et animées, tandis que Tchernobyl reste un désert apparemment radioactif. Le premier a à voir avec l'emplacement et l'altitude. La hauteur à laquelle les bombes ont explosé par rapport à l'endroit où le noyau nucléaire a fondu a joué un rôle majeur dans la quantité de radiation dans la zone. Deuxièmement, la quantité de matière fissile dans chaque situation variait grandement, surtout en ce qui concerne Tchernobyl. Troisièmement, les sous-produits produits par chaque catastrophe variaient en fonction du moment et de la composition de chaque occurrence. Mais avant d'aborder la physique et l'analyse approfondie de chacun de ces événements, pour comprendre pourquoi Hiroshima et Nagasaki semblent si différentes par rapport à Tchernobyl aujourd'hui, nous devons remonter dans le temps. La manière dont les événements se sont déroulés dans chaque cas nous aidera à mieux comprendre pourquoi vous pouvez monter dans un avion et visiter deux villes au Japon qui n'étaient rien de plus que des décombres fumants il y a moins de 80 ans, mais vous ne pouvez pas passer une quantité significative de temps dans la ville ukrainienne, désolée de Tchernobyl. Le 6 août 1945 à 2h45, le colonel Paul Tibbets Jr. a poussé la manette des gaz du B-29 Superfortress l'Enola Gay vers l'avant. Les moteurs rugirent à la vie. L'avion a pris de la vitesse alors qu'il dévalait la piste. Tibbets a tiré en arrière le manche à balai. L'avion s'est élevé dans les airs. Son décollage était un peu délicat en raison des modifications apportées à l'appareil, lui permettant de déployer sa cargaison spéciale. Peu après, deux autres B-29 s'envolèrent de l'aérodrome américain sur l'île de Tinian. Ils fournirent la reconnaissance pour l'Enola Gay pour s'assurer que ses conditions étaient adéquates pour larguer la bombe. Ils serviraient aussi à filmer la détonation de l'arme et à consigner les conséquences directes. Arrivé à son altitude de croisière, l'Enola Gay, le capitaine William Parsons a finalisé le montage de Little Boy. Cela n'a pas été fait avant le décollage, car plusieurs B-29 modifiés s'étaient écrasés lors des vols d'essai. Une préoccupation majeure était que si un B-29 s'écrasait avec une bombe entièrement assemblée à bord, elle pourrait détonner et anéantir toute la base militaire sur l'île de Tinian. Cela aurait pu montrer la force destructrice de la bombe atomique, mais pas comme les États-Unis l'avaient prévu. Par conséquent, le dispositif nucléaire à bord de l'Enola Gay n'a été entièrement assemblé que lorsque le B-29 était en l'air et à une distance sûre. Après un vol d'environ 1568 miles, soit 2524 km jusqu'à Hiroshima, Japon, le colonel Paul Tibbets Jr. a cédé les commandes de l'Enola Gay au bombardier Thomas Farabee qui a regardé à travers la lentille de visée la ville en dessous. Farabee a repéré le pont Aoi, enjambant la rivière Ota. Avant la guerre, Hiroshima était la 7e plus grande ville, avec une population de juste plus de 340 000 du Japon, avec une population de juste plus de 340 000
Elle gouvernait et servait de centre économique pour la région sud-ouest du pays. Après le début du conflit, Hiroshima s'est transformé en un des principaux centres de commandement de l'île. Une grande partie de l'armée régionale de Chugoku y était stationnée, ainsi que les dépôts de fournitures militaires et les usines. La ville était aussi un point d'expédition majeur pour les soldats et les provisions japonaises. Malgré les forts bombardements américains, les usines de la zone ont continué à produire des armes et des véhicules. Le colonel Tibbets a ordonné à son équipage de mettre leurs lunettes de protection. Farabi s'essuya le front et appuya son visage contre l'appareil de visée une dernière fois. Il a repéré sa cible et a largué la bombe à 8h15. Le 6 août 1945, Tibbets a brusquement fait virer le B-29 après avoir largué la bombe, dans l'espoir d'atteindre la sécurité avant l'explosion atomique. Une seconde avant que la bombe atomique n'explose sur Hiroshima, Little Boy est descendu à une altitude de 274,32 mètres. Le mécanisme d'assemblage du canon a été activé, atteignant la masse critique lorsqu'un projectile d'uranium a percuté la cible d'uranium dans la bombe. Cela a provoqué une réaction en chaîne. Les atomes se sont divisés, les neutrons ont été arrachés de leur noyau, créant une énorme quantité d'énergie qui a culminé dans une explosion atomique directement au-dessus de l'hôpital Shima à Hiroshima. Au moment où la bombe a explosé, la température juste en dessous de l'explosion a atteint 12 600 degrés Fahrenheit, soit environ 7000 degrés Celsius. Tout proche a été instantanément incinéré, incluant personnes, véhicules et bâtiments. L'onde de choc a rasé toutes les structures dans le rayon, détruisant environ 2/3 de la ville. Sur les 343 000 habitants vivant à Hiroshima, environ 70 000 ont été tués presque instantanément. 30 000 autres sont morts dans l'année des suites de brûlures graves et d'intoxication par radiation. Quelques millisecondes après la détonation, la boule de feu créée par la bombe atomique s'est étendue à 274,32 mètres, soit 275 mètres au-dessus du point zéro. L'onde de choc a dévasté la ville, brisant les fenêtres sur des dizaines de kilomètres, et elle a pu être ressentie jusqu'à 37 miles, soit 60 kilomètres de distance. Hiroshima a connu des incendies généralisés, tout matériau inflammable s'embrasant sous l'effet d'une chaleur intense. Tout dans un rayon de 7 km de l'épicentre de l'explosion a été incinéré par l'incendie dévastateur. Cela englobe écoles, églises, hôpitaux et maisons. Le centre urbain densément peuplé contenait les 3/5 de la population totale, où la destruction a été la plus importante. Les rues d'Hiroshima sont devenues silencieuses. On n'entendait que le crépitement du bois en flammes et les structures s'effondrant. Les ombres des personnes qui avaient été vaporisées étaient engravées dans la pierre des bâtiments. Ces ombres nucléaires sont apparues lorsque l'explosion initiale a blanchi tout dans la zone. Les corps humains, les lampadaires et tout objet solide qui bloquait l'éclat brillant de l'énergie et de la lumière avaient protégé les structures devant lesquelles ils se trouvaient. Les ombres résultantes étaient les véritables couleurs de la pierre et du béton avant la détonation de la bombe atomique. Tout ce qui n'était pas protégé a vu des décennies de saleté et de crasse brûlées par la chaleur intense de l'explosion. À la banque Sumitomo, l'ombre d'un homme tenant une canne a été à jamais gravée dans les marches alors que son corps était complètement vaporisé. 3 minutes après la détonation de la bombe atomique au-dessus d'Hiroshima, le nuage en forme de champignon de l'explosion montait de plus en plus haut dans l'air, atteignant 377,96 mètres au-dessus du sol. Moins de 1% de l'uranium contenu dans Little Boy a subi une fission, pourtant la destruction était tout à fait incroyable. La bombe a libéré l'équivalent de plus de 15 000 tonnes de trinitrotoluène sur la ville d'Hiroshima. Le sergent Bob Caron était le seul membre de l'équipage de l'Enola Gay qui a réellement vu l'explosion, car il était le mitrailleur de queue de l'avion. Il a décrit la détonation de Little Boy sur Hiroshima comme un coup d'œil en enfer. Le capitaine Robert Lewis, copilote, observait le nuage en forme de champignon s'élever. « Mon Dieu, que fait-on » dit-il. Le 9 août 1945 à 3:47 le wagon de marchandises, un B-29 chargé de la bombe atomique Fat Man, a décollé de l'île de Tinian et s'est dirigé vers le Japon. Le major Charles Sweeney commandait. La bombe dans le wagon de marchandises surpassait celle d'Hiroshima en puissance. Elle était alimentée au plutonium, similaire à la bombe détonée lors du test Trinity sur le champ de tir d'Alamogordo. Sweeney était très prudent au décollage. Fat Man était entièrement assemblé dans sa soute à bombe, contrairement à Little Boy. Une fois l'avion en sécurité dans les airs, le commandant Frederick Ashworth a armé la bombe. De nouveau, 2 autres B-29 ont assisté le wagon de marchandises dans sa mission pour identifier la cible. Lors du décollage, un ciel clair et légèrement brumeux a été observé au-dessus de Kokura, la cible principale. Sweeney a piloté l'avion vers la destination. À 9h45, Sweeney a signalé qu'il ne pouvait rien voir au sol. Le temps sur Kokura s'était détérioré. La visibilité de la ville était quasi nulle. Cela aurait pu être causé par le feu, les bombardements incendiaires sur Yoata la nuit passée. Sweeney a décidé de faire demi-tour pour une autre passe.
Au second passage, la ville en dessous restait englobée dans la brume et les nuages. Il était impossible de savoir où se trouvait la cible et quand larguer la bombe. Quelqu'un voit-il quelque chose? Sweeney a crié en faisant un autre passage, mais tout le monde a répondu négativement. Sweeney a contrôlé le niveau de carburant après 45 minutes de vol au-dessus de Kokura. Les nuages n'avaient pas disparu. Sweeney a délaissé leur objectif principal, laissant le temps filer, pour se diriger vers la cible secondaire, Nagasaki. À 10h58, 4 minutes, avant que la deuxième bombe atomique ne soit larguée sur le Japon, la ville de Nagasaki était obscurcie par plus de nuages. Le capitaine Kermit Behan, bombardier lors de la mission, a essayé de localiser l'usine Mitsubishi à travers le viseur. La structure était censée être leur cible à Nagasaki. Quelques instants avant que Sweeney n'annule la mission, une éclaircie est apparue dans la partie nord de la ville. Ce n'était pas leur cible prévue, mais c'était assez proche pour que la bombe détruise l'usine d'armement dans l'explosion. À 11h02, la bombe atomique Fat Man a été larguée sur Nagasaki. L'engin nucléaire est tombé à une altitude de 200 mètres. Le détonateur a été activé. Le cœur de plutonium sous-critique était entouré de plusieurs milliers de livres d'explosifs. Ils étaient agencés pour que, une fois déclenchés, les forces explosives ciblent le cœur de plutonium. La force de l'explosion a écrasé le plutonium dans un état supercritique et une réaction en chaîne nucléaire a commencé. Ce type de bombe atomique a créé une explosion beaucoup plus grande que Little Boy. Fat Man a explosé avec une force de 21 000 tonnes de trinitrotoluène. 40 000 personnes ont été instantanément vaporisées et 30 000 autres mourraient par la suite d'un empoisonnement par radiation. 40% des bâtiments de la ville ont été détruits. Alors que le nuage en forme de champignon éclatait dans l'air, l'onde de choc frappait le wagon, faisant trembler la coque de l'avion. Sweeney a repris le contrôle, éloignant l'engin du nuage de débris en expansion. Il est important de noter avant d'examiner brièvement ce qui s'est passé à la centrale de Tchernobyl, que les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki ont tous deux eu lieu en haute altitude au-dessus des villes et n'ont duré que quelques secondes. Les incendies, les retombées et la destruction qui ont suivi la détonation des bombes ont duré des jours, des semaines et des mois après chaque événement. Cependant, la libération d'énergie et de radiation des bombes elles-mêmes a été assez rapide. On ne peut pas en dire autant de la catastrophe de Tchernobyl. En 1977, des ingénieurs et ouvriers soviétiques ont construit 4 réacteurs nucléaires, réacteur Bolchoï Moshchnosti Kanalny sur le site, qui deviendra la centrale nucléaire Vladimir Ilitch Lénine, juste au sud de la frontière biélorusse en Ukraine, à environ 65 miles ou 104 km au nord de Kiev. Après la catastrophe, l'installation serait simplement appelée Tchernobyl. L'année suivante, l'un des réacteurs serait mis en service, et en 1984, la centrale aurait 4 réacteurs actifs avec un 5e en construction. Chacun des réacteurs était capable de produire environ 1000 MW d'électricité. Le 25 avril 1986 à 1h du matin, les opérateurs de Tchernobyl ont diminué la puissance du réacteur numéro 4 pour un test de sécurité. Cela a été fait en même temps que l'entretien de routine était effectué. Le test en lui-même devait déterminer si les turbines toujours en rotation du réacteur pouvaient continuer à produire suffisamment d'électricité pour maintenir le fonctionnement des pompes de refroidissement en cas de perte totale de puissance à la centrale. Ils avaient besoin des données pour supposer si l'écart entre une perte de puissance et le temps nécessaire pour que les générateurs d'urgence se mettent en marche entraînerait une fusion nucléaire ou une défaillance catastrophique. Au lever du soleil, les tests ont été mis en attente, car la demande d'énergie sur la centrale serait la plus élevée pendant la journée lorsque les habitants des zones environnantes étaient éveillés. À 23h10, l'ordre de poursuivre le test a été donné aux opérateurs de Tchernobyl. Néanmoins, comme le changement de quart approchait, pour éviter de commencer le test et de changer d'opérateur, le report a été de nouveau appliqué. Le nouveau quart est arrivé à minuit. Juste après minuit, les travailleurs ont été informés que l'expérience devait recommencer. La puissance de sortie du réacteur numéro 4 a été réduite à 720 MW. Le réacteur n'était pas prévu pour fonctionner en dessous de 700 MW longtemps, mais les opérateurs de nuit à Tchernobyl, probablement par manque de supervision et de formation, ignoraient cette précaution. À 0h28 le 26 avril, le réacteur a atteint 500 MW. Le système de contrôle local a basculé vers la régulation automatique face à une production d'énergie dangereusement faible. Pour résoudre la situation, les opérateurs ont retiré de nombreuses barres de contrôle du réacteur, enfreignant ainsi les directives de sécurité de la centrale. Cette décision n'a pas eu l'effet escompté. Une accumulation de xénon au cœur a entraîné une baisse significative de puissance. Que ce soit à cause d'une erreur humaine ou d'un problème de système, la production du réacteur a chuté à 30 MW. À 1 heure, l'équipe a réussi à accroître la production d'énergie du réacteur 4 à 200 MW. C'était toujours en dessous des niveaux prescrits, mais il semblait que le cœur se soit stabilisé pour le moment.
Le chef ingénieur adjoint et superviseur par intérim à Tchernobyl, Anatoly Stepanovich Dyatlov, a décidé que le test pouvait reprendre. En préparation de ce qui allait arriver, il a ordonné que le système d'arrêt d'urgence automatique et le système de régulation de puissance soient éteints. L'approvisionnement en eau au cœur a été augmenté et des pompes de refroidissement supplémentaires ont été activées. Cela a diminué la chaleur dans le système et a conduit à une faible réactivité, nécessitant le besoin de retirer plus de barres de contrôle afin que le réacteur puisse continuer à fonctionner à 7% de sa puissance pendant les prochaines minutes. À 1h23 et 4 secondes, le réacteur numéro 4 a démarré normalement. Toutefois, à 1h23 et 40 secondes, la pression a commencé à monter dans le cœur. Plusieurs voyants d'alerte ont commencé à clignoter. L'un des opérateurs a initié un arrêt d'urgence, mais plusieurs barres de contrôle se sont coincées lorsqu'elles sont entrées dans le cœur. Une réaction en chaîne incontrôlable a débuté dans le réacteur. À 1h23 minutes 58 secondes, le 26 avril 1986. La réaction en chaîne a atteint des niveaux critiques et il y a eu une explosion dans le réacteur numéro 4. Cela a été immédiatement suivi par une deuxième explosion qui a soufflé le couvercle de 1000 tonnes du réacteur et a projeté une boule de feu radioactive dans le ciel, éclairant brièvement les environs comme s'il s'agissait du milieu de la journée. L'explosion dans le réacteur 4 a perturbé fortement la production d'énergie. L'énergie oscillait dans l'usine. L'explosion a éjecté des centaines de tonnes de poussière irradiée dans l'air, tandis que des morceaux de graphite radioactif étaient projetés à travers le paysage environnant. La radiation a commencé à jaillir du réacteur exposé, comme de la fumée s'élevant d'un volcan. Au moins 28 personnes ont été tuées dans l'explosion initiale, et 100 autres ont été gravement blessées parmi les 600 travailleurs présents dans l'usine cette nuit-là. 134, y compris les opérateurs qui ont mal géré le test, ont reçu entre 0,8 et 16 degrés de radiation, soit environ 80 à 1600 rad. Cette forte dose de radiation a entraîné chez tous des symptômes d'empoisonnement par radiation, peu de temps après l'accident. 28 ont péri dans les 3 mois après l'explosion du réacteur. Les ingénieurs nucléaires et les scientifiques de toute l'Union soviétique qui ont été consultés à propos de la catastrophe de Tchernobyl ont averti les dirigeants que tant que le cœur était exposé et que le feu continuait de brûler à l'intérieur, de plus en plus de matières radioactives seraient projetées dans l'air et balayées à travers la région. Le 27 avril à 10 h, les Soviétiques ont débuté le largage par hélicoptère de sable, bore, plomb et dolomite sur le cœur du réacteur numéro 4 exposé. Ces substances ont été déversées dans le trou pour éteindre le feu et contenir une partie des radiations. À ce stade, les particules radioactives s'échappaient du réacteur depuis plus de 24 heures. Le 29 avril, les satellites américains ont confirmé les dégâts. Par la centrale de Tchernobyl était bien pire que ce que les Soviétiques laissaient entendre. Le réacteur numéro 4 était complètement exposé et environ 30% des 190 tonnes métriques d'uranium de la centrale avaient été éjectées dans l'atmosphère. Si les Soviétiques ne parvenaient pas à maîtriser l'incendie du réacteur et à contenir la fuite de radiation rapidement, les nations voisines pourraient bientôt faire face à une crise radioactive. Le 4 mai, une nouvelle équipe de confinement a commencé à travailler à Tchernobyl et a commencé à pomper de l'azote liquide sous le réacteur pour le refroidir. Un total de 800 000 personnes appelées liquidateurs ont participé à la tâche ardue de confinement et de nettoyage autour de la centrale électrique. Ils devaient enlever tous les débris soufflés par la structure alors que les premières explosions déchirèrent l'installation. Des villages entiers près de la centrale électrique ont été rasés et tous les animaux présents dans la zone d'exclusion ont été abattus à vue. Tous les débris ou déchets radioactifs ont été enterrés profondément sous terre, y compris la couche de terre végétale. Le 6 mai, les émissions radioactives du réacteur numéro 4 ont nettement diminué. Cela était probablement dû à l'extinction naturelle de l'incendie dans le noyau. Cependant, cela signifiait que les émissions radioactives étaient libérées du noyau exposé pendant 10 jours consécutifs. Approfondissons les principales différences entre ces événements, expliquant pourquoi Hiroshima et Nagasaki prospèrent, tandis que Tchernobyl reste inhabitable. Raison, hauteur et emplacement. Les 2 bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki ont explosé bien au-dessus du niveau du sol. Le réacteur défaillant de Tchernobyl, en revanche, ne flottait évidemment pas dans l'air lorsqu'il a fondu. Cette différence fondamentale d'altitude aide à expliquer pourquoi les lieux au Japon sont si radicalement différents de ceux à Tchernobyl. Les bombes atomiques qui ont explosé sur Hiroshima et Nagasaki ont été détonnées à des altitudes spécifiques pour maximiser le rendement et la puissance de l'explosion. Même si les scientifiques militaires des États-Unis connaissaient à l'époque les effets à long terme des radiations causées par une explosion nucléaire, ils auraient probablement pris la même décision de faire exploser les bombes bien au-dessus des villes. La raison en est que les États-Unis n'essayaient pas de transformer Hiroshima et Nagasaki en terres désolées radioactives,
mais ils essayaient de causer autant de dégâts immédiats que possible pour choquer la direction japonaise et la pousser à se rendre. Les bombes n'ont jamais été conçues pour être précises ou exactes, mais plutôt pour décimer l'ennemi avec une seule explosion. Fait intéressant, l'explosion à Tchernobyl était beaucoup plus petite que celle des bombes larguées sur le Japon. On estime que l'explosion à Tchernobyl équivalait à environ 225 tonnes de trinitrotoluène. En revanche, Little Boy a explosé avec environ 15 000 tonnes de puissance trinitrotoluène et Fat Man avec 21 000 tonnes. Cependant, même si l'explosion à Tchernobyl était une fraction de la taille des bombes atomiques, elle a libéré près de 400 fois plus de matière radioactive dans l'atmosphère, ainsi que d'énormes morceaux de débris radioactifs qui ont été éparpillés sur le paysage. 4 types d'explosions nucléaires existent, chacun correspondant à une altitude différente. Le premier est une explosion en haute altitude, qui se produit généralement lorsqu'une explosion nucléaire a lieu à 377,96 mètres au-dessus du sol. Dans cette situation, il y a en fait peu de retombées comparativement à d'autres explosions nucléaires, car aucun débris n'est soulevé auquel les particules radioactives peuvent se fixer. Les explosions en haute altitude produisent de grandes impulsions électromagnétiques, qui peuvent désactiver les appareils électroniques au sol et les satellites en orbite terrestre basse. Cependant, il convient de mentionner que tous les types d'explosions nucléaires ont cet effet. La deuxième catégorie d'explosions nucléaires est l'explosion aérienne. C'est ce qu'étaient les bombes atomiques larguées sur le Japon. Typiquement, ces explosions se produisent bien en dessous de 377,96 mètres, mais toujours plus de 377,96 mètres au-dessus du sol. Par exemple, Little Boy à Hiroshima a explosé à une altitude de 274,32 mètres, soit 579 mètres. Fat Man a explosé à environ 200 mètres, soit 503 mètres. Cela entraîne l'accélération de l'explosion initiale vers le sol, ce qui fait que l'énergie de l'explosion est réfléchie et dispersée vers l'extérieur le long du paysage. Cette dispersion d'énergie vers l'extérieur est similaire à celle qui se produit lorsqu'un bol en verre est lâché sur une surface dure et que les éclats se propagent à partir du point d'impact. Cependant, lorsqu'une explosion nucléaire est réfléchie et dispersée vers l'extérieur, elle crée des vents surchauffés et puissants qui détruisent tout sur leur passage. Une explosion aérienne a tendance à soulever des débris dans l'atmosphère, mais pas autant que le prochain type d'explosion nucléaire. Cela implique que les conséquences d'une explosion aérienne ne sont pas aussi prolongées ou dangereuses que ce que nous discuterons ensuite. Le troisième type d'explosion nucléaire est en surface. C'est là qu'il y a une explosion nucléaire au niveau du sol. Pour être précis, Tchernobyl n'était pas une explosion nucléaire, mais une explosion due à une réaction en chaîne non maîtrisée dans le cœur d'une centrale électrique. Cela signifie qu'il n'y avait ni nuages en forme de champignons, ni ondes de choc dévastatrices. Néanmoins, une grande quantité de matière radioactive a été dispersée dans l'air et dans toute la région. C'est typique des explosions de surface, car contrairement à une explosion en haute altitude ou aérienne, l'explosion se produit près du sol, où la terre, la poussière et d'autres particules peuvent être éjectées dans le ciel et retomber sur Terre à des centaines de pieds ou de kilomètres de distance. Le fait que la catastrophe de Tchernobyl se soit produite au niveau du sol plutôt qu'à des milliers de pieds dans les airs est l'une des principales raisons pour lesquelles la zone environnante est restée irradiée aussi longtemps. Le dernier type d'explosion nucléaire est l'explosion souterraine, qui se produit sous le sol. Selon la profondeur, ce type d'explosion peut générer d'énormes quantités de débris radioactifs s'il se brise. La surface. Pourtant, les données sur les impacts d'une explosion nucléaire souterraine sont limitées, du fait de sa rare réalisation. Certains scientifiques estiment qu'environ 90% des radiations générées par les bombes atomiques larguées sur le Japon ont été aspirées dans l'atmosphère et n'ont jamais atteint le sol. Malheureusement, comme la catastrophe de Tchernobyl s'est produite au niveau du sol, une grande partie des radiations générées par le cœur exposé a fini par se déposer dans la zone autour de la centrale électrique. Cependant, une grande quantité a également fini dans l'atmosphère et a flotté sur l'Europe. C'est ainsi que la Suède et finalement le reste du monde ont découvert l'incident à la centrale électrique de l'Union soviétique en premier lieu. Raison 2. Quantité et temps. Les armes nucléaires et les réacteurs nucléaires sont deux choses très différentes. Le but d'une bombe atomique est de libérer autant d'énergie que possible, en un minimum de temps. Cela se produit en fusionnant des atomes, libérant rapidement une grande quantité d'énergie. Little Boy a utilisé de l'uranium-235 pour une explosion nucléaire, tandis que Fat Man a utilisé du plutonium-239. De même, l'uranium-235 a été utilisé à Tchernobyl, mais de manière différente. Dans une bombe atomique telle que Little Boy, une petite quantité d'uranium suffit pour générer une explosion nucléaire. 2. 0,9 kg, soit 1 kg du 235 peuvent libérer l'énergie équivalente à environ 17 kilotonnes de trinitrotoluène. Little Boy contenait 63,9 kg, soit 64 kg d'uranium, dont 80% étaient de l'U-235.
Cependant, moins de 0,001 kg de l'uranium a été converti directement en énergie. Le reste a été pulvérisé et soit emporté par les vents de l'atmosphère, soit tombé au sol. Une différence flagrante est rapidement apparente en examinant la quantité de matière fissile utilisée à Tchernobyl. Un réacteur de 1000 MW comme celui de la centrale de Tchernobyl nécessite environ 454 kg d'uranium enrichi par an et produit 454 kg de déchets. Au moment de la fusion, on estime que le réacteur 4 contenait un peu plus de 454 kg d'uranium dans son cœur. En comparant les 63,9 kg d'uranium-235 contenus dans Little Boy aux 454 kg de la même substance dans le réacteur de Tchernobyl, il devient clair pourquoi tant de radiations ont été libérées lors de la catastrophe de la centrale électrique. L'autre différence clé est la durée pendant laquelle l'uranium a libéré des radiations. Quand les bombes atomiques ont explosé, tout l'uranium et le plutonium ont été consommés presque instantanément. Toutefois, après la fusion du cœur du réacteur de Tchernobyl, les barres de combustible à l'U-235 ont émis des radiations pendant 10 jours. La quantité de matière dans le cœur et la durée pendant laquelle il a émis des radiations sont deux des principales raisons pour lesquelles Tchernobyl est toujours radioactive et dépourvue de toute population humaine majeure aujourd'hui. Hiroshima et Nagasaki ont subi une puissante explosion atomique, libérant une grande quantité d'énergie en peu de temps. Cela a causé d'énormes dommages immédiats, mais a réduit l'impact à long terme sur ces zones. Raison 3. Nous devons comprendre la science de la radiation et le concept de demi-vie pour saisir pleinement les différences entre Hiroshima, Nagasaki et Tchernobyl. Lorsqu'on parle de radioactivité, une demi-vie fait référence au temps nécessaire pour qu'une substance se décompose en la moitié de sa quantité initiale. Par exemple, si vous aviez une livre de plutonium-239, la demi-vie serait le temps qu'il faudrait pour que l'échantillon se décompose en uranium-235, une substance beaucoup plus stable. La réponse pour cet élément particulier est de 24 000 ans. La quantité initiale de matière radioactive est arbitraire car la demi-vie est spécifique à la substance, pas à la quantité. En règle générale, plus la demi-vie d'une substance radioactive est courte, plus elle est dangereuse. Par conséquent, bien que le plutonium-239 émette des radiations, ce n'est pas suffisant pour causer une maladie grave, à moins que d'énormes quantités soient ingérées ou que de petites particules se retrouvent dans les poumons de quelqu'un. Cependant, une substance comme l'iode-131 a une demi-vie de seulement 8 jours, ce qui signifie qu'elle se désintègre rapidement et libère une énorme quantité de radiation en le faisant. Un autre élément hautement radioactif est le césium-137, qui a une demi-vie de 30 ans. Cependant, de nombreux experts s'accordent à dire qu'il est seulement sûr de se trouver dans les zones touchées par le césium-137 environ 300 ans après l'exposition. Mais comment tous ces éléments et ces chiffres se relient-ils à Tchernobyl et aux bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki? À Tchernobyl, l'iode-131, le césium-134 et le césium-137 étaient les matières radioactives principalement libérées du réacteur détruit. L'iode-131 était particulièrement mortel. Il peut entrer dans le corps humain en respirant de l'air contaminé, en consommant des légumes à feuilles ou des produits laitiers. Si consommé ainsi, l'iode s'accumulerait dans la thyroïde. C'était un risque important pour les nourrissons et les enfants consommant beaucoup de lait et produits laitiers. Le Comité scientifique des Nations Unies sur les effets des radiations atomiques a mené une étude de recherche qui a conclu que plus de 6000 enfants et adolescents ont développé un cancer de la thyroïde en conséquence directe de la catastrophe de Tchernobyl. Certains ont contesté cela, mais il est indéniable que les jeunes enfants sont beaucoup plus vulnérables aux radiations en raison de leur alimentation et de leur physiologie. Hiroshima et Nagasaki ont aussi affronté ces éléments radioactifs mortels. La différence est qu'il y avait simplement beaucoup moins de matière dans les bombes atomiques qui pouvaient être converties en ces éléments plus radioactifs que dans le cœur du réacteur de Tchernobyl. Little Boy et Fat Man ont dégagé leur énergie en quelques secondes seulement. Certaines particules radioactives sont tombées sur Terre ou se sont attachées à la poussière et aux débris, mais beaucoup d'autres se sont éloignées et sont restées dans l'atmosphère ou sont tombées dans l'océan. L'uranium-235 et le plutonium-239 qui sont restés après l'explosion ont des demi-vies respectives de 700 millions d'années et de 24 000 ans, ce qui signifie qu'ils émettent des niveaux de radiation très faibles. En fait, Hiroshima et Nagasaki ont actuellement les mêmes niveaux de radiation que partout ailleurs sur la planète, qui n'a jamais été touchée par une catastrophe nucléaire. Clarifions notre discussion récente. Nous ne disons pas que les effets des bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki ne sont pas comparables à ce qui s'est passé à Tchernobyl. En fait, on pourrait facilement avancer l'argument contraire.
plus de 200 000 personnes sont mortes directement à cause des bombes atomiques larguées sur le Japon en 1945 comparativement aux 60 personnes environ qui sont mortes à Tchernobyl. Toute perte de vie est une tragédie. Cependant, lorsque nous comparons les chiffres bruts, aucun autre incident nucléaire dans l'histoire ne peut être comparé à la mort et à la destruction causée à Hiroshima et Nagasaki par les bombes atomiques larguées par les États-Unis. Il y avait et il y a toujours des effets durables des bombes atomiques au Japon, mais en raison d'un manque de compréhension de la façon dont l'exposition aux radiations pourrait affecter le corps humain à l'époque, la reconstruction des villes a commencé presque immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce manque de peur face aux radiations et à leurs effets a permis aux villes de se développer rapidement, ce qu'elles n'auraient peut-être pas fait avec les connaissances d'aujourd'hui. À Tchernobyl, certaines parties de la zone d'exclusion sont habitables même maintenant, surtout en périphérie de la région, mais la peur d'être près de la centrale nucléaire est toujours présente dans l'esprit des Ukrainiens et des gens du monde entier. Tchernobyl reste un paysage désolé dépourvu de colonies humaines en raison de la quantité de matière radioactive présente dans le cœur exposé et de la durée pendant laquelle le réacteur a continuellement dégagé des radiations. Cependant, c'est aussi à cause de la peur qui a entraîné une fusion nucléaire pendant la guerre froide. C'est pourquoi Hiroshima et Nagasaki ne ressemblent pas à Tchernobyl aujourd'hui. Maintenant, regardez, que se passerait-il si les États-Unis lançaient une bombe nucléaire minute par minute? Consultez les cibles nucléaires russes.